Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Typologie des risques et menaces à l'étranger. Chapitre 1. Les risques liés à la criminalité. Les risques de vol et d'agression avec violence. La délinquance et la criminalité sont en progression constante partout dans le monde. Il faut cependant reconnaître que les risques sont plus importants pour quelqu'un qui voyage. Ne serait-ce qu'en France, il suffit de constater le nombre de touristes étrangers victimes chaque jour de pickpockets et vols en tout genre, parfois avec agression. Les voyageurs, en tourisme ou en expatriation, sont des cibles idéales parce qu'ils sont généralement plus vulnérables que les habitants du pays. Ils sont plus repérables et possèdent souvent sur eux de l'argent cash, des cartes de crédit, des bijoux, montres et autres objets de valeur. Si en France ou dans d'autres pays d'Europe, ces vols se pratiquent sans trop de violence, ce n'est pas le cas partout. Dans certains pays et en particulier dans les grandes métropoles, les malfrats hésitent de moins en moins à menacer leurs victimes avec des armes blanches ou des armes à feu et pire, ils n'hésitent pas à en faire usage. Criminalité urbaine. Un risque quotidien et une réalité universelle. Cette forme de criminalité se pratique essentiellement dans les mégalopoles. À certains endroits, la situation devient très préoccupante car elle touche les touristes peu au fait de cette réalité. Les agences de voyage mettent davantage en valeur soleil, cocotiers et mer chaude toute l'année mais ne font guère état des risques en termes de sécurité. Par exemple, des destinations comme Rio au Brésil attirent chaque année plus de 2 millions de visiteurs pour la plupart des touristes. Un nombre considérable d'agressions physiques violentes dont le motif est le vol sont à déplorer au quotidien. Les étrangers sont particulièrement concernés avec en moyenne 12 agressions graves par jour. Ce sont bien souvent des attaques par des bandits armés qui cherchent bijoux, argent, appareils photo numériques, cartes bleues, etc. Parfois, ces agressions sont violentes, gratuites et tournent mal lorsque la victime cherche à opposer une résistance maladroite. Dans d'autres grandes villes comme New York, même si la criminalité a fortement baissé ces dernières années grâce à la politique dite de tolérance zéro, instaurée par son ancien maire Rudolph Giuliani, elle n'a pas pour autant disparu. Au contraire, les recommandations faites aux étrangers sont strictes tant pour la prévention que pour la protection. Dans beaucoup de pays du tiers-monde, où le modernisme des villes dissimule mal la pauvreté voire la misère, les risques sont exacerbés. Les forces de l'ordre parviennent difficilement à contenir la délinquance et la criminalité, tant en termes de prévention que de répression. Cette situation génère davantage de risques pour le voyageur qui le rendent plus vulnérable. Il est en effet facilement repérable, et donc plus exposé que les gens du pays. Les risques de vol en milieu urbain et les modes opératoires. Le vol à la tire. Le vol à la tire, terme policier désignant les méthodes utilisées par les pickpockets, est une pratique universelle. Délinquance aux multiples visages, le vol à la tire est aussi bien pratiqué par les voleurs d'occasion possédant peu de technique que par des professionnels aguerris. Les plus nombreux font preuve d'un manque de technique qui les pousse à voler des sacs laissés sans surveillance ou à commettre des tentatives maladroites, pouvant dégénérer en vol avec violence. Les vrais professionnels, quant à eux, agissent souvent par équipe de 2 ou 3. Leur méthode varie en fonction du lieu où ils opèrent. Dans les transports en commun, comme par exemple le métro à New York, Londres, Tokyo ou ailleurs, les pickpockets profitent de la cohue provoquée par la montée et la descente des voyageurs. Ceci leur permet également de se ménager une possibilité de fuir. Dans les escalators du métro, l'un d'eux fera office de bloqueur, dans le but de gêner la victime et créer une diversion. Dans les restaurants, la pratique du dos à dos consiste à faire les poches de la personne installée derrière soi. Une autre méthode utilise un mélange de vol à la tire et de vol par ruse. Les malfaiteurs, se faisant passer pour des policiers des stupéfiants, fouillent les sacs de touristes étrangers et en profitent pour subtiliser les devises. Le vol à l'arraché. Il s'agit de vol avec violence perpétré par un ou plusieurs individus. Action qui consiste à prendre de force ou arracher des mains de la victime, un objet convoité, sac à main, téléphone portable, carte bleue, lunettes de marque, etc. À l'étranger, ce type d'agression peut entraîner bien des désagréments si l'on ne prend pas de précautions préventives,
voire des conséquences beaucoup plus graves si l'on ne réagit pas avec bon sens et sang-froid en cas de tentative. Les arracheurs peuvent être à pied ou motorisés, moto, scooter. Les vols à l'arraché en véhicule à 2 roues sont très répandus. C'est plus sportif, mais néanmoins efficace et sans doute moins risqué pour les agresseurs qui peuvent ainsi s'enfuir rapidement sans être inquiétés. Ce genre d'individus n'hésite pas à s'attaquer aux cibles plus vulnérables, femmes ou personnes âgées, en pleine journée et dans des artères très fréquentées. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Ils s'attaquent généralement à toute personne susceptible d'avoir quelque chose qui peut les intéresser. En général, l'argent est bien entendu très prisé, mais il y a aussi les téléphones portables et autres objets de valeur. C'est la tentation qui pousse le voleur à agir. Plus on lui simplifie la tâche, plus grand est le risque de devenir une victime. Le fait de se trouver dans une rue bondée ne met pas pour autant à l'abri, bien au contraire. Sachant aussi que par les temps qui courent, et c'est davantage vrai à l'étranger, il y a très peu de chances qu'une tierce personne vienne en aide de la victime. Certaines bandes organisées composées de plusieurs individus, de 5 à 10 et même plus, n'hésitent pas à s'attaquer à plusieurs personnes à la fois. Dans ces cas-là, les badauds ne sont que des observateurs impuissants et craintifs. Menace par des individus armés. N'importe qui peut un jour devenir victime d'individus armés n'importe où et n'importe quand. La menace existe dans la rue, mais elle peut se manifester également à domicile. De plus, les voleurs n'hésitent pas à opérer en plein jour et peuvent pénétrer de force à l'intérieur d'une propriété pour cambrioler. La nécessité d'être suffisamment protégé prend alors tout son sens. Quel que soit l'endroit, dans les pays occidentaux ou ailleurs, il ne faut jamais ignorer que même s'ils ne sont pas armés, les agresseurs n'en sont pas moins dangereux et n'hésitent pas à frapper violemment leurs victimes. Les cas d'agression mortelle sont de plus en plus fréquents. Il est inutile de risquer sa vie pour un appareil photo numérique ou un caméscope. Fait réel, un cas d'agression avec viol en Afrique. Un couple de ressortissants français qui résidait dans un pays d'Afrique de l'Ouest en 1994 a été victime d'une agression avec violence un soir à la sortie d'un restaurant de la capitale. Des bandits armés les attendaient dans le but de voler leur véhicule stationné en face de l'établissement. Le propriétaire du véhicule a été frappé par les agresseurs au moment où il ouvrait sa portière. Son épouse a été emmenée de force, puis abandonnée plus loin au bord de la route après avoir été violée par ces agresseurs qui ont ensuite disparu avec le véhicule. Le couple, extrêmement choqué, a été rapatrié aussitôt. On peut imaginer les séquelles d'un tel acte criminel sur le plan physique et psychologique. Les risques d'agression en voiture ou le carjacking. Si le vol de voiture est une activité criminelle majeure partout dans le monde, le fait d'être au volant de sa voiture ne met pas pour autant à l'abri de ce type de risque, bien au contraire. En effet, si les pirates de la route ont toujours existé, les attaques semblent plus nombreuses aujourd'hui que par le passé. C'est ce qu'on appelle communément le carjacking. Ce mot anglais est très répandu à l'étranger. Il signifie « vol de voiture sous la menace d'une arme ». Cette pratique est devenue courante. De plus en plus fréquemment, le carjacking se pratique en pleine circulation, généralement à des endroits où les véhicules ralentissent et s'arrêtent, en particulier au carrefour. Pour ce faire, sous la menace de leurs armes, le ou les bandits forcent le conducteur à descendre de son véhicule pour le lui voler. Parfois ils montent dans une voiture de force et se débarrassent du chauffeur dans une zone éloignée. Même non armés, les agresseurs peuvent se montrer extrêmement violents comme c'est le cas en Europe ou aux États-Unis. Certaines images vidéo diffusées par la presse sont édifiantes. Il existe une autre technique courante pour voler un véhicule. Il s'agit de la technique de la voiture tampon, qui consiste à heurter volontairement le véhicule convoité. L'agresseur heurte le pare-choc arrière de la cible. La victime descend alors de son véhicule pour constater les dégâts, généralement sans couper le moteur, et c'est le moment que choisit un complice pour s'en emparer. Par ailleurs, les voleurs peuvent pénétrer de force à l'intérieur d'une propriété pour s'emparer d'un véhicule en menaçant de leurs armes gardiens et propriétaires. Des cas de vol de voiture à l'intérieur des propriétés par des individus armés ont déjà été rapportés. Que faut-il faire pour prévenir les incidents et comment réagir en cas d'agression ? Les précautions préalables.
La sécurité doit être prise en compte de façon globale, et commence bien en amont avec la préparation du voyage et du séjour. Les conseils pratiques pour la préparation de ces papiers, argent, carte de crédit, objets de valeur, bagages, etc., permet d'éviter d'éventuels désagréments. Les risques se réduisent si le voyage est organisé dans ses moindres détails. Le fait de prévoir un accueil à l'aéroport, de choisir à l'avance une compagnie de taxi réputée et sûre, de sélectionner des hôtels de bonne réputation en termes de sûreté, sont autant de facteurs favorisant une meilleure sécurité. Amené à résider à l'étranger, la protection de la résidence, l'appartement ou de la villa individuelle doit répondre à des normes de sécurité adaptées aux risques potentiels, murs d'enceinte, protection des accès, personnel de sécurité, etc. 6. Les parades lors des déplacements en ville 7. À l'étranger, que l'on soit touriste ou professionnel, de passage ou résident permanent, il faut rester constamment vigilant. Que ce soit lors des déplacements à pied en ville, dans la rue ou les lieux publics, comme lors des déplacements en voiture, tout doit être pensé pour anticiper les vols ou tentatives de vol en s'exposant le moins possible. Évitez les endroits les plus exposés tels que les lieux publics, marchés, commerces, etc., aux heures d'affluence. Les lieux de distraction de nuit, bars, nightclubs, discothèques, etc. Les lieux pouvant servir de cible emblématique, certains hôtels, restaurants, lieux de culte, etc. Les lieux de rassemblement, manifestations de tout type et les attroupements. Tenir compte des conseils de prudence donnés par les autorités locales. La ville de New York, par exemple, fait les recommandations suivantes aux étrangers: préparer ses déplacements, éviter les déplacements solitaires la nuit, s'enfermer à clé, ne pas monter dans les rames de métro vides, ne pas laisser d'objets dans les chambres d'hôtel y compris les coffres, etc. Pour sa sécurité au quotidien, il convient de respecter des règles de comportements élémentaires telles que éviter de porter sur soi des objets trop ostentatoires que peut convoiter un voleur potentiel, bijoux, montres, portefeuille avec une somme trop importante d'argent, objets de valeur, etc. Éviter les attitudes provocatrices et adopter une attitude neutre. Éviter les tenues provocantes, pays musulman. D'une façon générale, respecter les us et coutumes du pays. Les règles de comportement à adopter pour soi sont à inculquer également à sa famille, ses proches, ses enfants. Prévenir les vols à l'arraché. Les groupes organisés ne sont pas difficiles à repérer. Il s'agit bien souvent de jeunes entre 7 et 18 ans. Ils se regroupent et sont à l'affût de victimes idéales. Se montrer un minimum attentif en observant ce qui se passe autour de soi. Si l'on repère un groupe de jeunes, il faut le contourner. Si malgré cela ils suivent, ne pas hésiter à entrer dans un magasin le plus proche et faire prévenir la police. Éviter de téléphoner en marchant. Si l'on reçoit un appel, il faut s'arrêter en ayant le réflexe de s'adosser contre un mur pour éviter de se faire surprendre par derrière. Protéger ses affaires. Porter son sac à main ou attaché-caisse toujours du côté du mur, et jamais du côté de la route. À l'approche d'une moto ou d'un scooter circulant sur le trottoir, il convient de se mettre aussitôt le plus près possible du mur. Garder son argent sur soi, dans une poche de pantalon plutôt que dans son sac à main. Il en est de même pour les choses de valeur, carte bleue, chéquier, téléphone, etc. Privilégier les poches avant pour dissuader les pickpockets éventuels. Un voleur peut devenir extrêmement dangereux si la victime lui résiste. Il existe malheureusement encore trop de cas de personnes qui, lors d'une agression, tentent de résister. Par exemple, il a été constaté que des femmes ou des personnes âgées ont été traînées sur plusieurs mètres et rouées de coups par leurs agresseurs parce qu'elles ne voulaient pas lâcher leur sac à main. Parfois, celles-ci croient bien faire en nouant leur sac autour de la taille, pensant ainsi qu'un éventuel voleur ne pourra pas leur arracher. C'est une erreur car ceci ne dissuade pas les voleurs pour autant. C'est donc avant le vol qu'il faut tenter une échappatoire. Lorsque le vol se produit, c'est trop tard. Il vaut mieux laisser faire sans opposer de résistance. Il faut toujours penser qu'un sac à main ou tout autre objet de valeur ne doit jamais justifier une prise de risque d'aucune sorte. Toujours partir du principe que les voleurs sont généralement déterminés. Réaction face à une agression avec violence. Les incidents arrivent généralement au moment où l'on s'y attend le moins.
Le moindre relâchement peut être propice à une tentative de vol avec violence. Les agressions se déroulent généralement de manière soudaine. Dans certains endroits de la planète, aux yeux des malfrats, une vie ne vaut pas grand-chose. Ils ne s'en prennent généralement qu'au bien, mais s'ils rencontrent la moindre résistance ou s'ils se sentent piégés, ils n'hésitent pas à tuer. Une règle s'impose dans ce cas, et elle peut avoir des conséquences fatales si elle n'est pas appliquée. Ne jamais opposer de résistance face à des individus armés, que ce soit avec des armes blanches, couteaux, machettes ou des armes à feu. Fait réel, une Française victime d'un meurtre en Afrique. À titre d'exemple, une Française a été assassinée en 2003 dans son appartement en plein jour après avoir surpris un intrus chez elle. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un cuisinier travaillant pour une famille du même immeuble. Sans préjuger des circonstances exactes de ce meurtre, il est recommandé dans un cas comme celui-ci de réagir avec calme et sang-froid, en tentant de dédramatiser la situation auprès de l'intrus, en lui expliquant qu'il n'y aura pas de poursuite et en ne manifestant aucune violence physique ou verbale. Les parades face au risque de carjacking. La vigilance en voiture est plus difficile à respecter car il faut aussi rester concentré sur la conduite. Cela vaut également pour sa sécurité vis-à-vis des dangers que l'on vient d'évoquer. Lors des déplacements, il est préférable de se faire accompagner par une personne du pays qui connaît les lieux et l'environnement. Par précaution, il est conseillé de éviter la routine, éviter les horaires trop réguliers, utiliser des itinéraires variés pour une destination courante, se montrer vigilant en permanence. Avant de monter dans son véhicule, pendant les trajets, lors des stationnements. Se montrer également attentif vis-à-vis d'un comportement visiblement inhabituel, et prendre l'habitude d'observer les alentours. Même passager à bord d'un véhicule, il ne faut pas hésiter à observer aussi afin d'accroître la vigilance. N'importe qui peut faire signe d'arrêter son véhicule. Attention de prendre garde qu'il ne s'agisse pas d'une ruse pour commettre une agression ou un vol. Se méfier aussi d'un agresseur en apparence seul et sans arme. Il peut avoir des complices cachés. Face à des agresseurs armés voulant voler une voiture, il est inutile de résister ou de les provoquer. S'ils sont armés, ce n'est pas seulement pour faire peur. Dans certains pays, ils n'hésitent pas à tirer, y compris sur les forces de l'ordre. En voiture, le risque d'enlèvement existe aussi. D'après les statistiques, 70% des enlèvements ont lieu lors des déplacements en voiture, confèrent les risques d'enlèvement et prise d'otage. En toutes circonstances, il convient de garder son sang-froid, encore une fois, sans se faire justice soi-même, mais sans non plus céder à la panique. Pour ce type de risque, en termes de recommandations, se reporter également au chapitre « Vivre en sécurité et se déplacer à l'étranger » après un vol ou une agression. Enfin, si l'on a été victime d'un vol ou d'une agression. Porter plainte auprès de la police locale. Prévenir le consulat ou l'ambassade, contacter son assurance. Contacter la banque afin de faire opposition sur sa carte bancaire, en cas de vol. Contacter également la compagnie aérienne, si les billets d'avion ont disparu. Enfin, ne pas hésiter à voir un médecin ou se rendre à l'hôpital même pour une blessure légère. Les risques d'escroquerie. En théorie, les étrangers voyageant ou vivant à l'étranger ont de l'argent et sont donc des cibles potentielles pour des malfrats en quête d'argent facile. Fraude et extorsion sont des activités criminelles peu ou mal connues, car les victimes sont généralement marquées du sceau de la confidentialité. Quant aux escrocs, leurs modes opératoires s'adaptent à l'évolution de la société où les internautes sont devenus leurs cibles privilégiées. Détournement et extorsion de fonds. Ces pratiques universelles sont particulièrement fréquentes en Asie et en Afrique. Les escrocs agissant au contact de leurs victimes et à visage découvert. Les bandits en col blanc sont très adroits, et les offres de business ou tentatives de détournement sont fréquentes. Lorsqu'ils agissent chez eux, souvent seuls, les escrocs paraissent tout à fait respectables. Ils sont toujours bien habillés, s'expriment très bien, paraissent très cultivés, sympathiques et donnent l'impression de bien connaître la cible, son entourage, sa fonction. Ils usent volontiers de la flatterie, se réclamant aux besoins d'autres personnes de l'entourage de la cible pour plus de crédibilité.
Leur but est de soutirer de l'argent contre une quelconque promesse, du change de devise en retour, placement financier, proposition d'une transaction financière ou d'un marché quelconque. Tous ces comportements chez un inconnu qui se présente pour offrir ses services doivent systématiquement éveiller les soupçons et mettre immédiatement un terme à l'entretien. En pareil cas, il faut donner le signalement de l'individu à la police, et ne pas hésiter à en parler à ses proches et son entourage qui peuvent être la cible du ou des mêmes personnes. Les escrocs sous fausse identité agissant à distance. Les escrocs parviennent même à agir au-delà des frontières jusqu'en Europe par courrier, téléphone et fax. Ils utilisent des lettres paraissant très officielles, en tête d'instances gouvernementales, etc., dans le but d'impressionner et d'endormir la méfiance de leurs victimes. Pour éviter que la victime ne donne l'alerte, ils donnent à leur démarche un caractère de confidentialité et d'exclusivité. Plusieurs courriers ou fax peuvent se succéder et d'une façon ou d'une autre, ils finissent toujours par demander un virement d'argent sur un compte en guise d'acompte ou de frais d'honoraires, en échange par exemple d'un gros transfert, de l'obtention d'un contrat ou d'un marché quelconque. Dans tous les cas, il vaut mieux se montrer méfiant vis-à-vis de tout ce qui relève de transactions financières dont les interlocuteurs ne sont pas parfaitement identifiés et authentifiés. En cas de soupçon d'une tentative d'escroquerie de ce genre, il vaut mieux le signaler au plus tôt. Les escrocs anonymes agissant à l'insu de leurs victimes. Les escrocs peuvent avoir accédé à des informations confidentielles concernant les numéros de compte de leurs victimes et les coordonnées de la banque. Il leur est alors facile de se substituer au titulaire du compte et d'obtenir de la banque un virement d'argent sur un autre compte appartenant évidemment au fraudeur. La victime s'en apercevra forcément trop tard. Par précaution, il convient de donner des consignes strictes à ses banquiers. Tout ordre de transfert doit être impérativement confirmé par téléphone. Il est par ailleurs indiqué de convenir avec la banque d'une procédure d'authentification quelconque. Il fait prévenir également ses interlocuteurs et ses proches. Toute demande verbale, écrite ou par courrier de sa part par un tiers doit être considérée comme suspecte. Certains pays comme le Nigeria sont spécialistes de ce genre d'escroquerie, tout comme des escroqueries à la carte bancaire. Comment reconnaître les fraudeurs et les investissements frauduleux? Les investissements frauduleux sont également légion en France comme à l'étranger. La promesse de richesse instantanée et le discours d'habiles vendeurs incitent les gens à investir leur argent dans des actions ou des produits sans valeur. Avant qu'ils n'aient pu se rendre compte de ce qui leur est arrivé, il est déjà trop tard. Leur argent a disparu comme la personne à qui ils l'ont donné. Qu'est-ce qu'un fraudeur? Le fraudeur est une personne qui trouve des moyens détournés pour convaincre les autres de lui confier de l'argent ou autres actifs. La meilleure façon de le démasquer consiste à se défaire de toute idée préconçue quant à son apparence ou au genre de discours qu'il tient. Le fraudeur est un bon acteur. Il change souvent d'apparence et de personnalité selon le rôle qu'il joue. Il peut se présenter comme un homme d'affaires portant un complet dispendieux, ou comme une personne très simple, vêtue d'un gant. Il peut s'agir de l'ami d'un ami ou d'une voix au téléphone. Il faut donc s'attendre à tout, et ne pas se laisser tromper par l'apparence du fraudeur. Qui sont ses victimes? Certains fraudeurs choisissent de s'attaquer aux riches investisseurs, mais la plupart cherchent à s'approprier l'argent de n'importe qui. Ingénieurs, cadres ou employés, enseignantes ou encore chefs d'entreprise. Toute personne ayant de l'argent prêt à l'investir est une victime potentielle. Comment les fraudeurs opèrent-ils? Les fraudeurs se font souvent passer pour des vendeurs légitimes. Ils utilisent des méthodes similaires à celles des sociétés d'investissement légales pour attirer des investisseurs. Les méthodes les plus communes sont les suivantes. Le téléphone. D'un endroit quelconque, par une simple adresse postale, le fraudeur peut rapidement et à peu de frais communiquer avec de nombreuses personnes. Il peut passer des centaines d'appels avant de trouver une victime potentielle. Si une personne semble intéressée, le fraudeur renouvelle les appels téléphoniques jusqu'à ce qu'elle soit convaincue d'investir. La poste. L'envoi de lettres et de brochures constitue une autre façon pour le fraudeur de contacter des investisseurs potentiels. Souvent, il achète une liste postale contenant le nom de gens qui sont abonnés à certains magazines ou qui ont déjà répondu à des offres postales. La publicité. Certains fraudeurs annoncent parfois leurs produits ou leurs offres d'investissement dans un journal ou un magazine réputé. Cependant,
ce n'est pas parce qu'une annonce paraît dans une publication reconnue qu'elle est légitime. Les journaux et magazines se dégagent souvent de toute responsabilité quant aux annonces qu'ils publient. Les références. Certains fraudeurs utilisent la technique bien connue de payer de gros profits aux premiers investisseurs pour qu'ils recommandent cet investissement à d'autres. Bientôt, le fraudeur n'a plus besoin de chercher des investisseurs, ce sont les investisseurs qui cherchent à entrer en contact avec lui. Type commun de frauduleux. Parmi les plus répandus. La technique Ponzi. Cette forme ancienne d'investissement frauduleux consiste à payer les premiers investisseurs avec les sommes investies par ceux qui viennent ensuite. Attirés par les profits des premiers investisseurs, d'autres gens investissent. Toutefois, ces derniers n'obtiennent jamais un sou. Avant qu'ils ne s'aperçoivent qu'il s'agit d'une escroquerie, le fraudeur a évidemment disparu. La technique pyramide. La fraude pyramidale est une variante de la technique Ponzi. C'est un mode de vente à paliers multiples. Les promoteurs de pyramides convainquent les gens d'acheter les droits de distribution de biens ou services particuliers. Ils leur disent qu'ils feront de gros profits en recrutant d'autres distributeurs. Le principe est le suivant. On prend l'argent des personnes qui sont en bas de la pyramide pour payer celles qui sont en haut. À mesure que les gens investissent, des paliers s'ajoutent à la pyramide et votre position dans la pyramide monte. En théorie, l'investisseur devrait avoir droit à plus d'argent. Souvent, il doit aussi acheter un produit pour participer. Cependant, contrairement à une véritable entreprise de commercialisation à plusieurs niveaux, vendre le produit est moins important que recruter de nouveaux membres. Il finit par arriver un moment où il n'y a plus d'entrée d'argent. Quand cela se produit, la pyramide s'effondre. Par conséquent, si l'on s'apprête à investir dans des biens ou services particuliers, il convient de se méfier des frais de départ élevés et de demander si la compagnie rachètera le produit. Enfin, s'assurer qu'il existe bel et bien un marché pour ce produit. Prêt contre avance de frais. Dans ce genre d'escroquerie, le fraudeur offre un prêt sans intérêt d'une banque ou d'une société étrangère. Pour obtenir le prêt, la victime doit d'abord lui verser une avance de frais. Le fraudeur lui dit qu'il faudra environ 2 mois pour traiter la demande de prêt. Entre-temps, il aura disparu avec son argent. Pour les prêts légaux, il n'est jamais question d'avance de frais. Il faut en conséquence toujours bien vérifier la crédibilité de l'établissement financier qui offre le prêt en question. Il en existe bien d'autres comme les faux abris fiscaux, lesquels peuvent se présenter sous des formes très variées telles que des œuvres d'art, du bétail, des droits miniers, etc. Ils ont habituellement une faible valeur économique et peuvent ne pas être reconnus légalement. Pour le domaine des pierres et métaux précieux, se souvenir que tout ce qui brille n'est pas or, le fraudeur peut exagérer leur qualité pour les vendre très en deçà du prix du marché et de leur valeur réelle. Le secteur du pétrole et du gaz est un autre exemple. Les sociétés légitimes offrent des possibilités d'investissement avantageux. Il convient toutefois de se montrer très prudent, car de nombreux investisseurs ont perdu de l'argent à cause de fraudeurs qui utilisaient du faux matériel de forage installé sur des terres sans valeur. Comment éviter d'être victime de ce type de fraude ? Avant d'investir, enquêtez en s'assurant que le produit existe, en demandant aux vendeurs des références, états comptables, etc. En règle générale, il faut se méfier des appels téléphoniques imprévus, des lettres ou visites d'étrangers qui offrent des recettes pour devenir riche. Il n'y a pas de recette miracle. Des promesses exagérées de profit sur une courte période de temps. Lorsqu'on offre une occasion d'investir limitée dans le temps et qu'on exige un investissement sur le champ, ne pas prendre de décision hâtive. Lorsqu'on affirme que vous avez été choisi parmi de rares investisseurs potentiels. Si la personne hésite à livrer rapidement les produits ou services correspondant à l'investissement, ou si elle ne peut donner qu'une belle brochure glacée sur la compagnie. Des affirmations selon lesquelles il y a peu ou pas de risque. Toutes les occasions d'investir comportent un certain risque. Il est donc largement recommandé de ne jamais investir une somme qu'on ne peut se permettre de perdre. Avant de prendre un engagement, dans tous les cas, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel ou ne faire affaire qu'avec des conseillers financiers, des maisons de courtage et des établissements financiers reconnus qui ont fait leurs preuves. Une règle d'or concernant les offres d'investissement. Si on a le sentiment du trop beau pour être vrai, c'est que c'est sûrement la réalité.
Rendre la tâche difficile aux fraudeurs en vérifiant les offres d'investissement et en signalant les activités suspectes aux organismes de réglementation officiels du pays, à la police, à l'ambassade ou au consulat. Ceci dans son propre intérêt, mais aussi afin d'empêcher d'autres investisseurs potentiels de devenir des victimes. Extorsion électronique ou les escroqueries bancaires par le web. Les arnaques de type phishing font de plus en plus de victimes. La pêche aux données personnelles devient un sport très couru chez les escrocs de l'Internet. La méthode consiste à se faire passer pour une banque dans un email factice, qui incite l'internaute à divulguer ses données sur un site web plus vrai que nature. Plusieurs dizaines de millions d'internautes auraient été touchés ces dernières années par une tentative d'extorsion de la part d'escrocs, qui agissent par email selon la technique du phishing. Un sondage, fait en 2003 aux États-Unis par la société d'études Gartner, indique que plus de 30% des internautes américains en ont reçu et que 2% se sont fait piéger. Ce fléau coûte déjà cher aux banques. La technique du phishing, néologisme faisant allusion à la pêche à la ligne, utilise en quelque sorte un spam hameçon. Les internautes reçoivent un courriel qui semble officiel et qui les incite à donner leur mot de passe et login, ainsi que d'autres informations personnelles. Les victimes sont généralement invitées à cliquer sur un lien inséré dans le message électronique, qui les conduit vers une version trafiquée du site web, c'est-à-dire imitant parfaitement celui d'un marchand en ligne ou d'une banque. Les utilisateurs communiquent donc sans le savoir par email les informations confidentielles à des escrocs, en croyant bien sûr les communiquer à leur banque. Dans son étude, Gartner conclut que près de 2 millions d'Américains se rappellent avoir communiqué aux pirates des informations sensibles d'ordre financier ou personnel, comme des numéros de carte de crédit ou des adresses de facturation, en complétant un formulaire sur un site web falsifié. Elle rapproche ce chiffre avec une autre estimation. En 2003, la fraude par usurpation d'identité aux États-Unis a coûté environ 1,2 milliard de dollars aux banques et organismes de délivrance de cartes de crédit. Initialement utilisée pour obtenir des informations confidentielles de simples particuliers, numéros de carte bancaire, compte d'identification, authentification sur des sites de banque en ligne, le phishing est devenu par ailleurs un instrument de transmission de virus informatiques ainsi qu'un outil d'espionnage industriel. Les parades face à la fraude électronique. La communication de données sensibles comme les numéros de carte de crédit, identifiants de connexion au service en ligne d'une banque, numéro de sécurité sociale ou de connexion à un site de vente quelconque par Internet, présente donc des risques. La FTC, Commission fédérale du commerce des États-Unis, prend très au sérieux la généralisation de ces pratiques et met en garde les consommateurs en leur donnant les moyens de s'en protéger avec des astuces simples faisant appel à la vigilance et au bon sens. Comme par exemple, ne jamais donner par mail ou par téléphone des informations personnelles. Ne jamais répondre à des messages demandant de confirmer ou valider des informations personnelles, voire confidentielles. Ne pas cliquer sur un lien mais taper directement l'adresse habituelle du site, pour éviter d'être conduit vers un site piégé. En cas de doute, il est conseillé de contacter l'organisme par téléphone ou par Internet mais là aussi en faisant montre de prudence. Au-delà de ces règles de base, un réflexe d'analyse systématique des messages reçus doit être acquis par tous les utilisateurs. À chaque message reçu, il est nécessaire d'effectuer une analyse critique. Celle-ci peut être en partie réalisée en se posant les quelques questions suivantes. Est-il normal de recevoir un message de cet émetteur ? Le contenu du message est-il conforme à l'attente ? Les éventuelles actions demandées sont-elles légitimes, sans danger et en cohérence avec les 2 points précédents ? S'il est difficile de répondre à l'une de ces questions, ou si l'une des réponses est négative, le mail doit être directement supprimé ou faire l'objet d'une analyse plus poussée. Même si cette analyse est loin d'être une garantie fiable à 100%, son application permettra de réduire les risques. Par ailleurs, et si l'on se réfère à une étude publiée en 2004 par l'Organisation internationale Anti-Phishing Working Group, APWG, si les attaques par phishing se sont multipliées, elles progressent aussi dans le domaine de la sophistication. De ce fait, puisque les techniques de fraude ne cessent d'évoluer, il faut rapidement trouver les parades. En effet, des règles qui semblaient suffisantes il y a quelques mois ne le sont déjà plus aujourd'hui.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.